Y a-t-il trop de chevreuils, de cerfs et de sangliers en France? Je suis François Pitrel, journaliste environnement et climat pour BFM TV et vous écoutez la question météo-climat. C'est un dilemme pour écolo. Faut-il protéger et favoriser le développement de la forêt et donc les plantations de jeunes arbres? On a envie de dire oui. Ou tuer les chevreuils, les cerfs en masse comme c'est le cas aujourd'hui? On a envie de dire non. C'est toute la problématique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui car le nombre croissant de ces animaux menace par endroits le développement forestier. Et oui, les congénères de Bambi adorent les bourgeons, les jeunes pousses d'arbres. Or, la population de cervidés a explosé sur les 50 dernières années, rendant la mission des exploitants forestiers compliquée, car eux, ils ont besoin de replanter la forêt avec nouvelles essences adaptées au changement climatique. Le gouvernement s'est même engagé à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2032. Alors pour éviter que ces arbres ne se fassent boulotter, obligé de protéger, mettre des plantations dans des tubes en plastique, des manchons, on appelle ça, d'1 mètre de haut, de clôturer certains espaces pour éviter qu'ils ne se fassent dévorer, ce qui est très cher. Et l'autre solution est beaucoup moins chère, c'est de faire chasser ces animaux. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. On a 600 000 chevreuils, 70 000 cerfs qui sont tués par les sociétés de chasse chaque année en France. Alors pour y comprendre quelque chose, nous allons poser la question à... Nirmala Séon-Massin du Muséum national d'histoire naturelle. Alors Nirmala, vous êtes directrice de l'expertise au Muséum d'histoire naturelle. Ça veut dire quoi? Alors c'est tout ce qui concerne l'appui aux politiques publiques, principalement les politiques de conservation de la nature qu'apporte le muséum à l'État français, et notamment tout ce qui est l'inventaire du patrimoine naturel. Alors, on va vous poser la question directement. Est-ce qu'il y a en France trop de chevreuils, trop de cerfs ou trop de sangliers d'ailleurs? Parce que ça aussi, ça pose problème dans pas mal d'endroits. Alors trop, ça dépend à qui vous demandez. C'est un peu un jugement de valeur, donc peut-être qu'un forestier n'aura pas la même vision qu'un chasseur, qu'un agriculteur, qu'un naturaliste, qu'un simple passant dans la rue ou qu'un chevreuil même, qui a peut-être une autre idée sur la question. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'à certains endroits, il y a des surpopulations d'animaux. Ça n'a aucun sens d'un point de vue, on va dire, environnemental. Il n'y a pas des surpopulations, ça n'existe pas? Alors, ce qu'on peut dire, et qui est clairement établi, c'est que cerfs et lafs comme chevreuil, qui sont des Cerfs espèces. et lafs. Oui, c'est le nom du cerf D'accord. de nos forêts françaises et européennes. Il y a d'autres cerfs qui viennent d'autres continents notamment. Donc ces espèces ont connu un essor tout à fait remarquable depuis l'après-guerre avec, alors notamment les tableaux de chasse, hein, c'est le nombre d'individus tués, chaque année par la chasse, qui est un de nos meilleurs indicateurs de la progression de ces populations et qui a été multiplié à peu près par 10, pour le chevreuil depuis les années 70 et par 15 pour le cerf sur la même période. Donc c'est un essor tout à fait remarquable. Le cerf en outre, colonisé ou a été introduit dans de nombreux endroits où il n'était pas, présent, à cette époque-là. Donc ça c'est un fait, qui est très très clair et évidemment, ce sont des grands animaux qui ont un impact, sur, leur environnement qui se traduit derrière par un impact pour un certain nombre des activités humaines qui dépendent aussi de cet environnement, qui peuvent être la sylviculture, ou l'agriculture La notamment. sylviculture, donc c'est l'exploitation de la forêt et du bois. Tout à fait. Est-ce que, on a des explications, sur, l'explosion du nombre de ces animaux? Est-ce que c'est parce qu'on protège mieux ces animaux? Est-ce qu'on protège mieux la nature et donc ils ont un environnement plus favorable? Qu'est-ce qui fait que, on a ces fois 10, fois 15 sur les cerfs? Alors c'est un petit peu, multifactoriel, donc c'est des animaux dont les populations avaient drastiquement diminué, notamment à cause d'une pression de chasse trop importante. Ah, on Do chassait plus avant? Voilà, donc et différemment aussi, donc il y a eu une vraie prise de conscience, de ça par les chasseurs et une volonté réelle, de remédier à la situation et qui s'est manifestée par la mise en place de ce qu'on appelle les plans de chasse, qui sont des règles qui encadrent, à la fois le nombre d'individus qu'on peut, tirer sur une zone donnée et aussi quels individus, plutôt les mâles, plutôt les femelles, plutôt les jeunes, plutôt des individus âgés. Et donc ça permet à la fois de concilier l'activité, de maintenir une activité de chasse, mais tout en n'empêchant pas le développement de la population. Et finalement, ça a presque un peu trop bien marché, parce qu'en parallèle de ça, vous avez aussi
d'une part, la couverture forestière française qui continue à augmenter, hein, depuis la moitié du 19e siècle à peu près, où on a atteint ce qu'on appelle le minimum Ah oui, forestier. les forêts sont plus grandes, ou en tout cas plus étendues qu'avant et donc Donc en tout cas pour l'Hexagone, hein, parce que mmh, évidemment la France c'est aussi, les outre-mer, mais là le sujet qui nous concerne, est plutôt focalisé sur l'Hexagone. Donc ces forêts cette couverture, forestière s'est accrue et aujourd'hui on est quasiment à peu près à 30 du territoire, couvert par la forêt. Mais c'est aussi, c'est à la fois le code forestier et vraiment une volonté de préserver cet écosystème, mais aussi, les déprises rurales agricoles, hein. Donc le fait que les populations, au cours du XXe siècle ont globalement quitté les campagnes, pour aller vers la ville, que les activités agricoles notamment se sont plutôt concentrées vers des grosses exploitations que vers, un petit parcellaire, et dans certaines zones où ces activités ne sont plus très rentables, bah, elles s'arrêtent, tout simplement et et ça fait donc plus de place pour les animaux. ça fait plus de place pour les animaux, donc plus, d'animaux. Ça veut dire qu'avant, on chassait un petit peu de façon désordonnée et tout le monde chassait en gros, et il y avait plus de monde dans les campagnes. Aujourd'hui, il y a moins de chasseurs et en plus, ils ont des plans de chasse, donc des restrictions quand même, assez importantes. Ça va jusqu'au, à quel, type, mâle, femelle? Ça va c'est très précis en fait. On ne fait pas Ouais. ce qu'on veut quand on est chasseur en vrai. Non, absolument pas et vous avez aussi des restrictions, sur les périodes de chasse, C'est sur ça, les oui. modes de chasse et cetera qui, donnent sa chance, si vous voulez, en partie au gibier. Et donc, ces plans de chasse, qui les décide? Est-ce que, c'est, concerté entre chasseurs, écologistes, forestiers, Donc, les plans de chasse sont alors ils sont obligatoires, hein, pour le cerf comme pour, le chevreuil, et depuis la fin des années 70 et ils sont décidés par le préfet, Mmh. mais sur, proposition, principalement des fédérations, des chasseurs. Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, on a reproché parfois, alors notamment dans les milieux écologistes, aux chasseurs de favoriser le développement de ces populations, de ne pas tout chasser pour avoir plus de proies potentielles. C'est vrai ça ou c'est documenté? Bah, je vous le disais, le plan de chasse, a été développé dans l'idée de favoriser des populations qui étaient très, dégradées. Mmh. Donc, effectivement, il y a, cette culture d'une gestion un petit peu patrimoniale, des populations de cervidés par les chasseurs, mais qui s'explique, aussi par cet historique, voilà et puis vous pouvez avoir aussi des enjeux, financiers, dans le cas notamment de domaines de chasse, qui vont, dans certains cas, pouvoir facturer des journées de chasse, Mmh. assez onéreuses, mais à En échange d'avoir condition, beaucoup de choses à chasser. voilà, Voilà. mais c'est pas nécessairement généralisé sur l'ensemble du territoire. La réalité est beaucoup plus, complexe et diversifiée. Moins de chasseurs, plus de forêts. Est-ce que le changement climatique aussi a pu avoir un impact sur, le développement de ces populations? Parce que, par exemple, je me rappelle moi d'une étude du musée de la chasse et de la nature qui disait que, ben, les marcassins, par exemple, les petits des sangliers, ben, avant ils mouraient, une partie d'entre eux mouraient pendant l'hiver et comme les hivers sont plus doux et ben, il y en a beaucoup plus. Effectivement, ça peut être un facteur, de croissance, mais aussi un facteur, négatif, pour ces espèces, hein. C'est là aussi une réalité un peu plus Ah donc c'est vrai pour complexe, les chevreuils, pour les sangliers, mais pas forcément vrai pour les autres? voilà, par exemple, pour les chevreuils, il a été, démontré que, le changement climatique a conduit à un redémarrage de la végétation plus précoce, alors que la gestation, des, chevrettes, elle, n'a pas bougé en termes de date. Ce Au qui même fait qu'il y a moment de l'année. Mmh. il y a un décalage entre les besoins, énergétiques des chevreuils et le démarrage de la végétation. Donc, là, pour le chevreuil, c'est peut-être, défavorable, en fait? Voilà, Voilà. même si, comme on le voit, les populations continuent malgré tout, à croître, hein. Donc, pour dire que ces facteurs-là, voilà, rentrent, en lien avec beaucoup d'autres, qui expliquent le succès de ces populations. Alors, un des arguments, c'est aussi de dire, ben, laissons aussi peut-être plus de place aux prédateurs naturels de ces animaux pour limiter ces populations. C'est vrai qu'on a aussi plus de loups, très peu de lynx, je crois qu'on a vraiment quasiment plus. Est-ce que ça pourrait éventuellement aider à faire en sorte qu'il y ait un peu moins de petits chevreuils ou de biches qui mangent les plus jeunes pousses d'arbres?
Alors effectivement, hein, la situation des prédateurs naturels, de ces espèces en France, et qu'ils étaient à peu près absents jusque dans les années, 80 à peu près, pour le chevreuil qui a été réintroduit dans les Vosges à ce moment-là. Pour le chevreuil, excusez-moi, pour Le le lynx, lynx qui a le été lynx. réintroduit dans les Vosges à ce moment-là, et le loup, quant à lui, est revenu, tout seul, par ses Mmh. propres moyens, d'Italie, dans les années 90. Donc, à l'échelle de la dynamique de ces populations, c'est encore relativement récent et surtout c'est assez, limité à certains, territoires, hein. Le lynx aujourd'hui est principalement présent, un petit peu dans les Vosges, dans le Jura et dans les Alpes du Nord. Tandis que le loup, alors même s'il fait des incursions un peu partout, les populations sont quand même concentrées plutôt sur le quart Mmh. sud-est de la France, en Mmh. gros. Donc il n'y en aurait pas assez de toute façon, pour Donc «réguler» entre guillemets, comme on dit. la présence des prédateurs a 2 impacts. D'une part, ils vont prélever, effectivement tuer certains des individus de la population, mais ça n'empêche pas nécessairement le renouvellement de cette population parce que ça dépend, un peu comme pour les plans de chasse, hein, de Mmh. quels individus sont, Mmh. tués par, les loups, ou les lynx. L'autre, facteur par contre, c'est que la présence même du prédateur, même pour un chevreuil ou un cerf qui n'en a jamais croisé, va influencer son comportement. Parce que même s'il ne voit pas le prédateur, il sent sa présence par les différentes marques, notamment olfactives, Mmh. présentes sur le territoire du prédateur. Et donc, les chevreuils comme les cerfs sont des animaux herbivores et vous conviendrez, peut-être que quand vous mangez de la salade, c'est quelque chose qui est pas super nourrissant, super Mmh. calorique. Donc ils ont besoin de manger beaucoup, beaucoup, par rapport à un animal carnivore, par exemple, qui a besoin de moins de repas, puisque D'accord. sa nourriture est plus concentrée. Et donc, s'il n'y a pas de prédateur, bah, l'animal est tranquille et il peut concentrer, ses efforts sur, la recherche et la consommation de nourriture. Et par contre, s'il y a un risque, avéré dans son environnement, alors il va modifier son Il comportement. va être Il plus aura méfiant. moins de temps, il va être plus vigilant, il aura moins de temps, et d'énergie à consacrer à se nourrir. Et donc là, ça Et veut dire que les donc ça populations vont aller peut, moins vite à se développer peut-être? voilà, influer aussi plus indirectement la façon aussi dont les animaux se répartissent, sur le territoire et de ce fait, avoir potentiellement une influence sur les dégâts qu'ils vont pouvoir causer ou pas, aux activités, de la forêt ou de l'agriculture. Et donc justement, ces dégâts, donc, est-ce que si jamais on laissait la population de chevreuils, de cerfs tranquille, est-ce que on verrait la forêt, régresser, diminuer en France? Ou est-ce que en fait, ça n'aurait pas beaucoup d'impact? On peut le savoir ça? Alors c'est un petit peu compliqué parce que c'est une expérimentation qu'on n'a pas, vraiment Mmh. conduite, en tout cas dans les conditions qui sont les nôtres, en France, aujourd'hui. Voilà, il faut savoir que même dans les endroits où il n'y a pas de chasse, il y a souvent, des battues administratives qui sont ordonnées pour, justement limiter des dégâts de ces animaux. Donc du point de vue de l'animal, ça ne change pas grand-chose, même si du point de vue humain, c'est une Bien sûr. organisation, différente. Et donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, cerfs, comme chevreuils sont des animaux plutôt grégaires, donc qui peuvent, supporter la présence d'un certain nombre de congénères, autour d'eux. Donc s'ils n'ont pas Contrainte de quoi. contraintes, bah, ils vont, se développer jusqu'à ce que, les capacités du milieu à les nourrir, commencent à s'amoindrir. Mais là, la rétroaction du milieu va prendre un certain temps et va d'abord passer par une diminution, de la qualité physique des individus et physiologique, mais vous n'allez pas avoir, des tas de chevreuils morts de faim qui tombent, comme des mouches, quoi. D'accord. Donc ça prend du temps et ce sont des dynamiques qui sont, plus longues. Je veux dire les cerfs, les chevreuils, la forêt ont cohabité, pendant des millénaires sans intervention humaine, il y a aucun doute là-dessus. Mais pour arriver à un tel équilibre, ça prend certainement un temps qu'on n'est pas forcément prêt à laisser, Ouais. à la nature, Parce que en fait, cette notion d'équilibre, on revient un peu au début de notre discussion, mais est totalement subjective. C'est-à-dire que c'est parce qu'on exploite la forêt, par exemple, c'est vraiment parce qu'on en a besoin pour des raisons commerciales, finalement, qu'on a décrété un certain équilibre.
Il faut voir aussi que l'équilibre forestier, c'est quelque chose qui est long, hein. Les forestiers sont vraiment, parmi les acteurs, socio-économiques, ceux qui pensent, sur le C'est vrai, plus long terme et les forêts qu'on a aujourd'hui, elles résultent des choix qui ont été faits parfois il y a 50, 60 ans ou ou plus. plus et donc dans des conditions qui sont pas du tout celles d'aujourd'hui et si vous êtes un forestier aujourd'hui et que vous vous dites: «Qu'est-ce que je fais pour, les gens qui seront là dans 40, dans 50 ans?» Mais vous devez prendre en compte des tas d'incertitudes entre le changement climatique qui est quand même qui a d'ores et déjà des impacts majeurs sur les forêts, hein, Bien sûr. les sécheresses, les incendies et cetera. Et ça C'est nécessite pas la faute de des faire repousser des ongulés. ça nécessite de faire repousser en plus des essences qui sont adaptées au futur et qui, bah, naturellement aujourd'hui ne sont pas présentes parce que, bah, la forêt quand elle se régénère, elle refait les mêmes, essences. Voilà, Donc, laisser la possibilité à ces essences de se développer, c'est aussi peut-être réguler les chevreuils et les cerfs. c'est C'est dur à dire effectivement pour un une naturaliste, pour vous comme vous, non? C'est pas pas forcément, mais il faut, comment le problème est un peu plus complexe, quoi. Ce qu'il mmh, faut surtout, c'est prendre le recul parce que la forêt, là, on parle beaucoup à la fois du gibier et du bois qui sont finalement les 2 grandes, sources de revenus pour un propriétaire forestier, la vente de bois et la location du bail de chasse qui entre elles, on le voit, bah, il y a un compromis à trouver, quoi. C'est 2 fonctions qu'on ne peut pas maximiser en même temps. Mais les forêts ont beaucoup d'autres, usages pour nous, les humains. Certaines forêts, contribuent à réduire des risques, de glissement de terrain en montagne ou permettent de fixer des dunes, pour lutter contre l'érosion littorale. Les forêts jouent un rôle très important dans le cycle de l'eau, tant dans la régulation de la quantité d'eau, mais aussi dans l'épuration. On le sait aussi, les forêts jouent un rôle important pour le stockage du carbone, et donc la régulation du climat, mais aussi la régulation locale, du climat. Ce sont des espaces, pour beaucoup de sports, pour, la promenade, et beaucoup d'autres activités. Elles ont aussi un rôle potentiellement, on n'en parle pas trop, mais un peu, si vous voulez, spirituel, identitaire, on est très attaché à nos forêts, c'est vrai. pour, l'art aussi. Enfin, je pense que chacun, mesure aussi et il y a même des études physiologiques là-dessus, mais ce que c'est d'aller en forêt, c'est pas neutre, pour, nous, au-delà de ces calculs un petit peu, ingénieurs et donc la forêt de demain, la forêt de dans 40 ans, est-ce qu'elle doit d'abord produire du bois? Est-ce qu'elle doit, d'abord, prévenir des risques? Est-ce qu'elle doit d'abord, stocker du Et ça, carbone? c'est un choix qu'il faut qu'on fasse Ce sont des aujourd'hui. choix de société qui dépassent finalement les seuls, gestionnaires de la forêt. Bien, merci beaucoup, Niamala. C'était la question météo-climat. Vous pouvez évidemment nous réécouter sur toutes les plateformes et on vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode.